10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école. Le 10h midi, le rendez-vous du donner et du recevoir en partage d'expériences, de rencontres et aussi en renforcement de culture générale. Aujourd'hui, nous allions débattre sur deux rubriques, à savoir sur la rubrique société et la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active. La découverte des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Comme annoncé tantôt, nous allions parler pour la première partie sur la rubrique société avec le thème sécurité routière au Sénégal, enjeux et solutions avec notre invité aujourd'hui, Ousmane. Bienvenue, John. Bonjour, monsieur Ousmane. Bonjour, Bayen. Et merci d'avoir accepté notre Je invitation. vous en prie, et c'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous. Merci. Et nous aurons dans la deuxième rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active, Ibrahima Ba qui va nous accompagner tout d'abord pour la première rubrique. Bonjour Ibrahima et bienvenue. Bonjour Mbaye. Bonjour aussi au doyen Monsieur John. Ça fait plaisir d'être là parmi vous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, sécurité routière au Sénégal, enjeux et solutions. Ces temps-ci, je pense que nous l'avions tous remarqué, il y a pas mal d'accidents qui sont en train de se dérouler sur la route, pas seulement à Dakar, mais aussi dans les régions. Et d'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé en janvier 2023, il y a près de 27 000 personnes qui sont victimes d'accidents sur la voie publique. À quoi cela est dû? Pourquoi à chaque fois le nombre de morts ou de victimes augmente? Et nous le saurons certainement avec monsieur Ousmane Bienvenu John que je vais présenter. Vous êtes consultant formateur en sécurité routière, président de l'association de lutte contre l'insécurité routière à lire. Encore bienvenue. Et qu'est-ce que vous aviez d'abord à nous dire pour annoncer le thème sur la sécurité routière au Sénégal? Mais tout d'abord, définir la sécurité routière d'abord, parce que on ne saurait parler d'un problème dont on ignore la signification. Tout à fait. Parce que nous avons le code de la route, mais nous avons aussi la sécurité routière. Disons que c'est deux éléments qui signifient la même chose jusqu'à un certain niveau. Parce que le code de la route est l'ensemble des lois et des règlements relatifs à l'utilisation des voies ouvertes à la circulation. Donc c'est bien clair, le mot-clé dans cette définition, c'est l'utilisation des voies ouvertes à la circulation. Par contre, la sécurité routière est l'ensemble des lois et des services visant à la protection des usagers. Donc, vous voyez, ce qui est appelé règle dans le code de la route est appelé facteur de risque dans la sécurité routière. Donc, il est important de faire la part des choses et ne pas pousser simplement les gens à aller étudier le code de la route et ignorer la sécurité routière. D'autant plus que le code de la route résulte de la sécurité routière. Il a fallu identifier les dangers qui sont dans la circulation pour justement ériger des règles que les usagers doivent respecter dans le but de se sauver dans la circulation. D'accord. Voilà, dans un premier temps. D'accord. Donc, le code de la route a été mis en place pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de victimes sur la route. Mais malgré ce code de la route, malgré les personnes qui vont aller apprendre pendant, je pense, 3 mois, si je me trompe pas, pour manier un véhicule, et après cela, on voit toujours des accidents. Surtout au Sénégal, récemment, il y a pas mal d'accidents qui sont en train d'arriver. Très bien. Mais oui, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Mais aussi, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment une surveillance? Parce que parfois, vous pouviez voir un chauffard, quelqu'un qui est en train de rouler sur la route n'importe comment, qui a dépassé un policier. Du coup, on se dit vraiment, est-ce que le contrôle qui doit être fait est fait? Ou est-ce que ce code de la route, ceux qui délivrent la certification à être apte pour conduire, le font correctement? Très bien.
Tout d'abord, il faudrait commencer par le commencement, parce que dans toute chose, il faut qu'il y ait une organisation, en fait. Nous allons parler de l'organisation et du système de gestion de la sécurité routière. Et quand on parle de système, on pense tout de suite à plusieurs éléments en interaction. C'est ça un système. C'est un ensemble d'éléments en interaction. Si un élément ne fonctionne pas, tout le système est défaillant. Certain. Maintenant, dans le domaine de la sécurité routière, quels sont les éléments qui le composent? En tout cas, au Sénégal, nous avons recensé 5 éléments environ qui parlent de la sécurité routière ou qui sont concernés directement par la sécurité routière. Il y a l'État. L'État, son rôle, c'est quoi dans le système de gestion? C'est de mettre en place un cadre juridique et institutionnel. L'a-t-il fait ou pas? Nous tous ne pouvons répondre à cette question. Nous avons une loi, nous avons des décrets, nous avons des mesures qui ont été prises par l'État. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais son rôle ne s'arrête pas là, parce que l'État, il est tout à fait au-dessus de tout le monde, c'est lui qui doit gérer tout. Mais si nous répartissons les tâches à un certain niveau pour parler justement de l'exploitation même de la gestion de la sécurité routière, l'État, de ce point de vue, a fait ce qu'il devait faire. Nous avons les usagers dans le système, mais que nous sommes nous tous, nous sommes usagers. Mais est-ce que les usagers font jouent leur rôle normalement? Et quel est le rôle de ces usagers? C'est au moins d'accepter, d'aller apprendre, d'aller se former avant de prétendre utiliser les voies qui sont ouvertes à la circulation. Parce que tu peux pas venir à la télé-école, accéder dans les locaux sans que les gens ne vous y conduisent. Vous avez du mal à comprendre comment fonctionne la salle. Donc, ça, c'est le rôle des usagers. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ne le font pas? Nous tous, on peut répondre à cette question. Parce que nous sommes tous usagers de la route. Parce que il faut pas simplement penser que ceux qui délivrent la certification ou l'État, etc., font leur travail, mais il faudrait que l'usager aussi accepte d'aller se former. Il ne dira pas à cet usager qu'il n'a pas où aller se former, parce que l'État a autorisé des écoles de formation, il y a des auto-écoles, tout à l'heure nous y reviendrons. Donc, ça c'est la responsabilité des usagers. Est-ce qu'ils l'assument normalement? La question est posée. Nous avons aussi les formateurs. Le rôle des formateurs, c'est quoi? Au-delà de la formation, mais c'est de mettre en place des programmes innovants, adaptés. Parce que quand tu veux former un Sénégalais avec un programme français, ben, c'est un problème. Les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, il faudrait que les formateurs conçoivent des programmes de formation adaptés à nos réalités. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ne le font pas? La question est posée. C'est pas au moment de répondre à ces questions-là. N'est-ce pas? Donc, nous avons aussi les médias. Oui. Le rôle des médias dans cette affaire, c'est de donner la bonne information. Mais comment? Est-ce que il faut, à la suite d'un accident, inviter des particuliers, chacun donne son point de vue sur l'accident. Des gens qui sont bavards. Mais c'est ça, qui donnent le point de vue. Mais, et ces points de vue-là, à quoi ça peut m'aider pour que je sache comment éviter les accidents. Non. Chacun va donner son point de vue, hein. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent, on dit, voilà, c'est le chauffeur qui est responsable, c'est l'État, etc. On pointe du doigt un type d'usager, ce qui n'est pas normal. Par contre, à mon avis, hein, je ne sais pas si les médias le font ou pas, parce que je fais très attention. Et bon, si à la suite d'un accident, par exemple, oui, la télévision ou la radio s'approche des forces de l'ordre, qui sont seules habilitées à déterminer les causes des accidents, parce que c'est eux qui font le constat. Alors, si aujourd'hui la gendarmerie dit ou la police dit l'accident est dû à un problème de pneus ou à un problème de vitesse, etc., mais la télé ou la radio va inviter un expert
qui ne parlera pendant 1 heure de temps que de ce problème, ce phénomène pneumatique ou vitesse. Comme ça, moi, chez moi, devant ma télévision, je vais apprendre beaucoup de choses, même si je suis pas conducteur, usager conducteur. Je saurai c'est quoi la vitesse, je saurai c'est quoi la pneumatique, etc., etc. Donc ça, c'est le rôle des médias. Et enfin, nous avons des forces de l'ordre qui ont le travail le plus difficile. Parce que s'il y a défaillance dans l'application de la réglementation, ils sont pointés du doigt. Donc, eux aussi, à mon avis, ils doivent chercher toujours, au-delà du contrôle administratif au niveau du véhicule, c'est-à-dire permis de conduire, carte grise, vignette, assurance, etc., commencer à contrôler la tâche de conduite, qui se subdivise en 3 activités. Il y a l'activité de contrôle dans la conduite automobile, l'activité de guidance et l'activité de navigation. Un seul individu assure ces 3 activités. C'est pas facile de conduire un véhicule. Je dis souvent qu'il est beaucoup plus facile de piloter un avion que de conduire un véhicule. Parce que tout simplement, l'avion est piloté par plusieurs individus. C'est ceux qui sont à terre et c'est ceux qui sont dans l'air. Alors que le véhicule, c'est le seul conducteur qui est devant avec 3 activités différentes. L'émission ne nous permettra pas de rentrer dans les détails pour expliquer chaque activité, comment ça doit se passer, mais sachez d'emblée que il y a 3 activités qui composent la tâche de conduite. L'activité de contrôle, l'activité de guidance, l'activité de navigation. Tout au moins, on peut dire que l'activité de contrôle, c'est ce qui se passe en dessous du niveau de conscience. Ce que tu fais sans réfléchir. L'automatisme, klaxonner, passer la vitesse, etc. Ça, c'est l'activité de contrôle. Tout le monde sait le faire. L'activité de guidance, c'est justement, ça nécessite un degré de conscience élevé. Parce que tout ce que tu fais devra être précédé par une réflexion. Quand tu veux dépasser, tu réfléchis. Quand tu veux aborder une intersection, tu réfléchis. Donc, c'est ça l'activité de guidance. Et pour la navigation, maintenant, c'est la planification du parcours. N'est-ce pas? Donc, tout ça, ça nécessite une formation sérieuse. Sinon, les gens vont continuer à mourir sur les routes. Ça, c'est ça. Parce que je pense qu'on a quand même eu pas mal d'informations déjà. Ça me fait très, 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 très plaisir. Et alors, pour commencer et entrer dans le vif du sujet, d'après vous, d'après vos expériences et votre expertise, quelles sont les causes principales des accidents au Sénégal? Il faudrait d'abord parler des défis. Allez-y. Il y a, j'ai recensé quelques éléments. Nous avons un problème crucial de sensibilisation. Oui. Nous avons aussi un problème de mise en application des lois. Tout à l'heure, je l'ai dit. Nous avons aussi le problème d'aménagement routier, c'est-à-dire les infrastructures routières, formation et éducation. Ça, c'est le défi, les défis de la sécurité routière. D'accord. Mais à côté de ces défis, nous avons des enjeux. Et ces enjeux-là sont également importants. Il y a l'augmentation du trafic. Depuis quelques années, le Sénégal connaît une croissance assez importante du nombre de véhicules, ce qui a occasionné un trafic très, 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 très dense et qui finalement a exacerbé le problème de congestion et d'insécurité routière. N'est-ce pas? Et la défaillance aussi au niveau infrastructure pose problème et le non-respect du code de la route. Ça, ce sont les enjeux. Donc, nous avons les enjeux, nous avons les défis. Maintenant, pour les causes des accidents, c'est très simple. Nous avons d'abord la vitesse qui est très mal connue des usagers. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un de vous définir la vitesse, il aura peut-être du mal à vous répondre de façon scientifique, mais sachez que la vitesse n'est rien d'autre que le rapport d'une distance à la durée de son parcours. On vous dit, vous quittez Dakar pour aller à Kaolack, vous faites 3 heures de temps. Vous le faites en 1h30. Mais donc, vous avez roulé très vite. Et aussi, que les gens soient conscients que la vitesse
t'empêche de respecter les distances intervéhiculaires, qui est très importante dans la conduite automobile, pour éviter les carambolages, par exemple. En 2021, on a perdu 107 vies suite à des accidents dus à des carambolages. Et pour davantage parler de l'importance de la vitesse, il ne faudrait pas raisonner en termes de kilomètres, mais pas en termes de mètres secondes. Parce que tout simplement, le conducteur réagit en termes de secondes. Vous avez par exemple, quand vous faites 50 km à l'heure, si vous convertissez ces kilomètres en mètres secondes, vous faites 15 mètres toutes les secondes. Et vous faites 90 à l'heure, vous faites 27 mètres toutes les secondes. Votre réaction à vous, conducteur, est d'une seconde entre le moment où vous voyez l'obstacle et le moment où vous réfléchissez et agir, vous n'avez qu'une seule seconde pour faire ce travail-là. Le temps est très minime. Très minime. Donc, c'est l'une des causes des accidents. D'ailleurs, 30% déjà. Mais nous avons aussi le dépassement. 10 accidents, 9 accidents sur 10 en hors agglomération au Sénégal sont dus à des dépassements prématurés. C'est une manœuvre excessivement dangereuse. Et les gens ne font pas attention à cela. Il y a une technique pour dépasser. Les chauffeurs le savent, mais ils ne le respectent pas, malheureusement. Il y a aussi les piétons et les cyclistes qui souffrent beaucoup. 30% des tués en 2021, c'était des piétons et des cyclistes. 30%. Renversés, piétons renversés. Ça quand même, les piétons, ces gens qui ont été victimes, ils ont été trouvés sur le trottoir ou c'était sur la route parce que... En traversant la route. En traversant la route, ils ne prennent pas le temps de passer par les passages piétons ou d'utiliser les passerelles. Mais il faut dire aussi que parfois, les passages piétons sont carrément invisibles. Par exemple, si vous allez à Pékin, à Buntu Pékin juste, et que vous voulez aller jusqu'à la station Shell, vous allez voir que même pour marcher sur le passage piéton, c'est tout un problème parce que il y a des commerçants qui sont en train de vendre là-bas. Du coup, même si des fois tu te mets sur le passage piéton, ton passage à toi, ils te disent est-ce que tu peux pas pousser un peu, tu te mets de l'autre côté. Du coup, les gens, en fait, ils ne marchent pas sur le passage piéton, mais ils marchent sur la route. Et ça, c'est carrément observé presque partout au Sénégal. Il y a que des endroits rares où tu peux marcher correctement sur ta bande de piétons. Et ça, c'est vraiment à revoir. Et j'aimerais aussi avoir un élément. Vous terminez sur la cause et après je vais poser ma question. L'alcool et la drogue. Ce sont ces 5 causes-là que nous retrouvons le plus souvent dans les accidents au Sénégal. La vitesse, le dépassement, les cyclistes, les piétons, l'alcool. L'insomnie n'en fait pas partie. Pour les gens qui manquent de sommeil. J'allais en parler plus tard, c'est l'hypovigilance. Okay. C'est pourquoi parmi les mesures prises par l'État, il y avait l'interdiction de circuler au-delà de 23 heures. Oui. Vous savez, l'hypovigilance, c'est l'état entre la veille et le sommeil, dans lequel l'organisme perd toutes ses facultés d'adaptation. Et c'est des heures. 13h30, 14h, c'est des heures d'hypovigilance. C'est pourquoi il est déconseillé même de voyager à ces heures-là. 4h du matin, 3h, 4h, 5h du matin, c'est des heures d'hypovigilance. Et comment je peux l'expliquer? Aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous dormez dans la cour, sur un matelas, tranquille. À 2h du matin, on vous réveille pour vous demander d'aller dans la chambre.
Mais vous risquez d'oublier tout ce que vous avez fait à partir du matelas jusqu'à la chambre, hein, parce que vous êtes entre la veille et le sommeil, n'est-ce pas? Donc, quand on conduit dans cet état-là, on est en état d'hypovigilance, qui est un facteur déclenchant. Parce que, peut-être tout à l'heure, on parlera de cela. Au-delà des facteurs de risque, tout à l'heure, j'ai dit, en expliquant la différence entre le code de la route et la sécurité routière, j'ai parlé de facteurs de risque. Mais à côté de ces facteurs de risque, il y a les facteurs déclenchants et les facteurs aggravants. L'hypovigilance fait partie des facteurs déclenchants d'accident. D'accord. Voilà, donc vous pouvez continuer votre question. Les 5 causes, je crois que sont bien. Ont été mis, oui. Vous aviez parlé de la vitesse, du dépassement prématuré, des piétons et des cyclistes, et aussi de l'alcool et de la drogue. Et en parlant d'hypovigilance, bon, pas même d'hypovigilance, mais tout à l'heure vous aviez dit aussi que les usagers ont des devoirs. Mais je pense aussi que, voilà, dans le code de la route, si par exemple vous deviez faire un virage. Bon, moi je n'ai pas eu encore mon code, mon permis, mais lors d'un virage, normalement ce qui est normal, c'est qu'il faut mettre le klaxon avant de faire le virage. Et moi je remarque qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ne font carrément pas de klaxon. Et donc là il y a vraiment le fait qu'ils n'exercent pas le code de la route qu'ils ont appris. Et du coup aussi on peut, bon, je vais dire ça entre parenthèses, ça peut être aussi une cause parce que lors du virage, tu ne mets pas le klaxon, tu roules à vitesse. Un autre aussi qui arrive de l'autre côté roule à vitesse, lui aussi n'a pas mis le klaxon, et du coup il y a une collision qui se fait et hop, voilà, les dommages sont là. Pour parler du virage, et on ne peut pas ne pas parler des lois physiques qui sont incontournables dans le véhicule, à savoir la force centrifuge et l'énergie cinétique. Tu sais, quand on ignore, ben, on ne fait pas attention à certaines choses. D'abord, il n'y a pas une vitesse avec laquelle on doit aborder un virage. Un virage, c'est 2 points. Il y a ce qu'on appelle le point de corde de virage. C'est là où le virage est courbé. C'est le point de corde. Et la sortie, c'est le point de sortie du virage. Quand vous prenez un virage avec une vitesse excessive, ce qui va vous arriver, c'est l'influence de la force centrifuge qui va saisir votre véhicule au niveau de son centre de gravité pour le faire sortir de la route. Si le virage est à droite, le véhicule va sortir par la gauche. C'est comme chez l'individu. Quand un policier ou un gendarme prend un malfaiteur, il le prend par où? Par la ceinture à l'arrière. Parce que là, c'est le centre de gravité de l'individu. La force centrifuge aussi, plus le rayon du virage est serré, plus elle dispose de capacité à exercer son travail. À pouvoir faire en fait un élan carré. Merci beaucoup. Si le virage est très... C'est pourquoi un conducteur qui n'avertit pas qu'il s'approche d'un virage, d'abord il est dangereux. Pourquoi au niveau des virages, on met toujours une ligne continue pour interdire le dépassement. Et dans les 2 cas de figure, il n'est pas bon d'aborder un virage avec une vitesse excessive. C'est soit la sortie du virage par la force centrifuge, soit tu es tiré à l'intérieur par la force centripète. Dans les 2 cas de figure. Parce que le véhicule est fait de lois physiques incontournables. Donc, il est important pendant la formation du conducteur qu'il sache que ces forces-là sont incontournables et personne ne peut dire aujourd'hui, moi je maîtrise le véhicule au point de mettre de côté complètement la force centrifuge. C'est loi physique incontournable. C'est comme en wolof on dit, lu nekk am na lu ñu ko mooñaale. Je relie votre cause en disant que cela se résume sur 2 choses, sur 2 axes principaux, à savoir l'éducation et la sécurité. Quand je parle d'éducation, c'est-à-dire que je pense que l'État doit mettre en place, après avoir délivré leur permis aux conducteurs, de faire d'autres formations
continue pour les expliquer comment se comporter sur la route. Parce que des fois, en conduisant, tu vois un chauffeur, derrière toi, un chauffeur de bus qui te klaxonne, alors qu'il ne sait même pas que le klaxon est interdit. Vous voyez où je vais en venir? Donc, de ce fait, on doit mettre en place un système éducatif continu vis-à-vis des chauffeurs, soit par trimestre, soit par quinzaine, pour les expliquer l'importance d'avoir un bon comportement sur la route. Ainsi qu'avec les chauffeurs de Ndiaga Ndiaye, avec les chauffeurs de car rapide, avec les chauffeurs de bus. Merci. De même que avec les chauffeurs, avec les motards là, les gens qui conduisent les motos, surtout ça, parce qu'ils sortent comme ils veulent. Ils ne mettent même pas de signal. Des fois, c'est toi le conducteur, tu sais que celui-là, il n'a même pas de permis, tu lui laisses passer. Je pense que cela reste un problème vraiment à éradiquer, parce que voilà, c'est un peu ça. Exact, vous avez parfaitement raison. D'accord. Merci de la contribution. Et moi, je suis vraiment pour la formation continue. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'on a juste 1 seconde de réflexion et de réaction. Donc, il y a 2 éléments qui vont intervenir. Et dans les catégories de personnes, il y a des personnes nonchalantes, il y a des personnes qui réfléchissent vite. Et je pense que cette capacité, déjà, ce n'est pas donné à tout le monde et que les gens doivent beaucoup plus être sur le terrain, même quand ils ont déjà leur permis, de continuer à s'exercer pour ne pas avoir un problème quand ils seront confrontés à cela. Et toujours sur la sécurité routière, au Sénégal, d'après vous encore, quelles sont les infrastructures qui nécessitent une amélioration pour pouvoir amoindrir les risques d'accident? Mais vous savez déjà, nous commençons à avoir de bonnes routes, en tout cas, au niveau de certains axes. Par contre, ce qu'il faut améliorer, c'est l'aménagement de ces routes-là. Parce que vous savez, en termes d'infrastructure, il y a ce qu'on appelle la lisibilité de la route. Et à ce niveau, il y a la lisibilité et il y a la visibilité de la route. Et au niveau lisibilité, nous avons 2 types de lisibilité. Il y a la lisibilité perçue et la lisibilité construite. Alors, la lisibilité construite, c'est celle de l'aménageur. Si c'est le cas du Sénégal, par exemple, je pourrais dire c'est l'AGEROUTE, par exemple, qui conçoit les routes, n'est-ce pas? Et la lisibilité perçue, c'est celle du conducteur, qui interprète ce qu'il voit comme il le sent. Et c'est cela qui crée un déséquilibre, qui conduit à l'accident. Parce que l'accident arrive lorsqu'il se crée un déséquilibre entre le potentiel de l'individu et les exigences de l'environnement. Donc, il faudrait que les gens acceptent de lire la route telle que le concepteur l'a indiqué. Faut pas avoir sa propre lisibilité plutôt. C'est pourquoi ce qu'il faut améliorer, ce sont les aménagements, par exemple la signalisation routière, aussi bien horizontale que verticale. Le code de la route n'a que ces éléments pour communiquer avec les usagers et dire aux usagers qu'il faut éviter cela parce qu'il y a tel et tel danger ici. Pourquoi ces 4 formes de panneaux de signalisation? Chaque forme veut dire quelque chose. Et dans la grammaire de la signalisation routière, on dit que pour lire un signal, tu as besoin de sa forme, de sa couleur et de son application. Parce que la forme, elle est déterminante. On vous dit la forme triangulaire veut dire danger. C'est le code qu'il a envoyé auprès des usagers pour qu'il leur annonce les dangers qui sont dans la circulation. Mais il revient aussi à ce triangle-là de dire aux usagers combien y a-t-il de types de dangers auxquels sont liés les panneaux de danger. Il y a des dangers qui sont liés à la route elle-même, des dangers qui sont liés à la présence des autres usagers et les dangers qui sont liés à la présence des autres moyens de communication. Mais ça, si on l'ignore,
Mais Il y a un problème. ou si les panneaux n'existent pas pour le dire dans les infrastructures, mais ça crée des problèmes. Donc, on a besoin d'aménager davantage les panneaux. J'ai pas envie de faire un cours magistral parce qu'on est en émission. Et sinon, ça va être très long. Mais sachez que ce qu'il faut voir au niveau infrastructure, c'est justement l'aménagement routier. Revoir vraiment la signalisation routière. Horizontale, vous venez de le dire tout à l'heure, Buntu Pikin, il y a un problème de marquage au sol, passage piéton, etc. Et chaque ligne également parle, n'est-ce pas, hein? Tout à l'heure, j'ai parlé d'activité de conduite en parlant de navigation. Pour naviguer, il faut être bien indiqué par des panneaux de signalisation. Si vous prenez l'autoroute, par exemple, vous avez besoin de sortir de l'autoroute, il faudrait des panneaux pour que vous puissiez sortir de l'autoroute, sortie numéro, etc. Vous avez des panneaux en portique, n'est-ce pas, pour vous indiquer la direction à prendre pour aller à votre destination, etc. Donc, ce qu'il faut revoir, c'est justement l'aménagement routier, plus précisément la signalisation routière. La signalisation, mais aussi, comment dire, le respect des automobilistes à accepter ces signes. Par exemple, les passages piétons. Il y a pas mal de passages piétons. Ici, je pense que si on te laisse passer sans problème, c'est parce que tu es en ville ou juste à côté, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour te laisser traverser. Mais il y a pas mal de passages piétons, par exemple, dans la périphérie de Dakar. Tu vas rester là-bas longtemps pour pouvoir traverser. Et en parlant de forces de l'ordre, pour vous, comment est-ce que les mesures de contrôle devraient être renforcées? Est-ce qu'il devrait y avoir beaucoup plus de forces de l'ordre? Est-ce que aussi ces forces de l'ordre sont corrompues? Vous savez, l'État du Sénégal avait un projet, une brigade mixte de sécurité routière qui va venir travailler avec les forces de l'ordre. C'est une excellente idée. Maintenant, l'application n'est pas encore effective. Mais je crois que si c'est effectif, ça peut aider à renforcer le contrôle routier. Et tout à l'heure, je l'ai dit, au-delà du contrôle administratif, il faudrait aussi qu'on commence à contrôler la tâche de conduite. Vous savez, un usager dans l'agglomération qui ne respecte pas une ligne continue à l'entrée d'une agglomération, s'il y a la gendarmerie, il va être pris, hein, carrément. Parce que là, ce que les gens oublient, ils ne rendent pas service aux forces de l'ordre, par exemple, les usagers. Parce que quand vous fautez, acceptez que vous avez fauté et acceptez d'être puni. Mais vous avez fait une infraction, vous allez vous accroupir devant le policier ou le gendarme. Et pourquoi? Parce que tout simplement, tu préfères qu'il t'aide à ne pas souffrir de cette infraction-là. Même lui, s'il le fait, il t'aura donné quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que tout simplement, on lui a confié une partie de la réglementation. C'est pas à lui. Donc, si vous faites une infraction, moi, je vous sanctionne, je vous punis, tout simplement, carrément. Donc, Sans pitié. Sans pitié, Il faut pas hein. avoir de pitié. Parce que une infraction, c'est quoi? C'est un accident, hein. Il n'y a pas d'accident sans infraction. Au code de la route. Tout à l'heure, vous l'avez dit, le fait tout simplement de ne pas manifester son intention de tourner à gauche ou à droite, changer de direction, est une source d'accident. Et le faire tard aussi, parce que les gens, parfois, ils attendent d'arriver au niveau du tournant pour signaler, pour clignoter. Ça veut dire quoi? Il faut clignoter et s'assurer que les autres savent que tu veux tourner, tu veux changer de direction. S'assurer. Et aussi de le faire à temps. C'est ça, justement, il faut le faire à temps pour s'assurer que les autres ont compris. Puisque si c'est pas fait à temps, les gens ne pourront pas comprendre. Si je dois tourner à 200 mètres, mais déjà je dois mettre mon clignotant. Et c'est sûr qu'avant les 200 mètres, tout le monde derrière et devant saura que monsieur veut changer de direction. En tout cas, il y a pas mal d'infractions qui sont commises. Quand par exemple vous allez voir un véhicule ou un motard qui est dans un sens interdit, de l'autre côté, la dernière fois j'ai vu une vidéo,
le motard, il était carrément dans le sens interdit au niveau du péage. Et il continue à rouler à vive allure. Civil. Oui, à vive allure. Et donc là aussi, j'aimerais poser la question à savoir, comment est-ce que vous voyez l'avenir du secteur routier au Sénégal avec les Djagadjaï et les motards? Compliqué, difficile, s'il n'y a pas de formation. Compliqué et difficile s'il n'y a pas de formation. Et formation, sensibilisation. Parce qu'en fait, la sensibilisation, son rôle n'est pas de réprimander. C'est que les gens n'ont pas compris. Le rôle de la sensibilisation, c'est de rappeler les règles du code de la route. Et il y a 5 règles que tout usager doit connaître. Parce que ces 5 règles-là sont contenues dans tout code de la route du monde entier. Il y a d'abord la qualité ou la compétence que l'on doit posséder selon l'usage que l'on fait de la voie publique. Il y a ensuite les caractéristiques techniques qu'un véhicule doit posséder avant d'être mis en circulation. Il y a la façon dont les usagers doivent utiliser la voie publique. Rouler à droite ou à gauche. Il y a aussi la façon dont les usagers interagissent entre eux, ce qu'on appelle les règles de priorité. Et enfin, l'autorité locale, le pouvoir dont il dispose et que le code de la route lui a conféré, et doit lui permettre justement de prendre des mesures plus sévères que celles du code de la route dans sa localité. Un maire, un préfet, un gouverneur peut prendre une décision plus sévère que celle du code de la route s'il s'agit de protéger les usagers de sa localité. Ça, c'est le code de la route qu'il a conféré aux autorités locales. Donc ces 5 règles-là doivent être connues de tout usager de la route, si on veut vraiment être tranquille. Que tu aies un permis de conduire ou pas, sache que si tu es piéton, tu utilises la voie publique. Donc tu as besoin d'une formation pour le faire. Par exemple, souvent j'entends des gens dire l'éducation routière parce que c'est toujours inclus dans le processus. C'est pas? Nous, par exemple, nous avons initié un programme à 3 niveaux. La prévention des risques routiers, la conduite professionnelle, l'éducation routière des jeunes. Mais ce 3e volet nécessite une convergence de pratiques scolaires et familiales. Parce que si l'enfant à l'école est initié en sécurité routière, alors que sa maman et son papa non, ça revient à 0. Donc, il faudrait que, à travers les sensibilisations, que les parents aussi sachent que l'éducation routière des enfants, c'est à eux de la poursuivre après l'école. Parce que si après l'école, il n'y a pas de suivi, cette éducation que l'élève a reçue à l'école aussi ne servira pas à grand-chose. N'est-ce pas? Alors, et nous avons mis l'accent sur une meilleure connaissance du facteur humain dans les mécanismes complexes des accidents de la circulation. Et c'est justement cela qui fait que les gens, beaucoup d'États, beaucoup de pays travaillent beaucoup plus sur les infrastructures routières pour sauver l'homme. Parce que jusqu'ici, l'homme n'est pas encore maîtrisé dans les accidents de la circulation. Jusqu'ici. C'est ce qui a fait naître la ceinture de sécurité. Et au départ, ceinture qui est à l'avènement du véhicule, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. C'est après que c'est venu pour protéger l'individu tout simplement. Donc c'est la technologie pour sauver l'homme. Parce que jusqu'ici, on n'arrive pas à identifier le facteur humain dans ces mécanismes complexes-là. Donc, il faut donc le sauver, mettre en place des véhicules avec des airbags, la ceinture de sécurité. Est-ce que tu sais que la ceinture peut résister à une force dont l'intensité peut être égale à 3,5 tonnes? Elle est très importante. Hein. Alors, quand on dit aux gens, mettez la ceinture, sans cet argument scientifique, ils ne pourront pas comprendre. Parce que le corps humain,
emmagasine de l'énergie cinétique quand le véhicule roule. Si vous prenez quelqu'un qui pèse, par exemple, 75 kg, il se met devant un véhicule sans la ceinture de sécurité. Le conducteur roule à 50 km à l'heure et fait un choc avec cette vitesse-là. Le gars va aller vers l'avant du véhicule avec une force dont l'intensité sera égale à 3 tonnes. Donc, ça sera carrément une projection. Merci beaucoup. Tu vois? Alors donc, quand on dit mettez la ceinture, c'est important, c'est pour retenir le corps. Donc tout ça, c'est des éléments pour chercher à sauver l'homme dans les accidents de la circulation. Parce que jusqu'ici, il est difficile d'identifier ce facteur humain. Donc nous, le programme que nous proposons, c'est justement de travailler, n'est-ce pas, sur cet homme-là. En empruntant quelques techniques d'autres disciplines, telles que le développement personnel, par exemple. Essayer de pousser l'homme à se sentir responsable de lui-même, n'est-ce pas, en cherchant à se découvrir. Parce que quand tu te connais, tu feras moins de problèmes, tu feras moins d'erreurs. C'est en s'ignorant qu'on néglige certains points dans la vie. Pour se respecter, il faut se connaître. En tout cas, le développement personnel est carrément dans tous les domaines. Et tout à l'heure, vous avez, dans les 5 qualités du code de la route, vous aviez parlé des caractéristiques techniques d'un véhicule. Oui. Mais même avant les caractéristiques techniques, je pense que ça en fait partie, l'état du véhicule. Il y a déjà pas mal de véhicules qui, même après la loi qui avait été établie disant que des véhicules de plus de 5 ans ne devraient pas entrer au Sénégal, il y a toujours des véhicules très vieux. Il y a les véhicules comme les 7 places. Il y a aussi d'autres véhicules, quand vous y entrez, des fois la ceinture de sécurité n'est même pas en bon état. La façon dont on te l'attache quand tu pars dans les régions, c'est vraiment voilà, problématique. Donc, les caractéristiques techniques d'un véhicule au Sénégal, comment est-ce que l'État, les autorités pourront faire en sorte de promouvoir cette sécurité routière en prenant en compte cela? Parce qu'il y a aussi des automobilistes qui tiennent tellement à leur véhicule qu'ils ne veulent pas laisser ce véhicule se reposer, sachant que ce véhicule ne peut carrément plus. Comme par exemple les clandos, vous allez voir que des fois, il y a des pannes, les gens viennent, ils poussent, on roule, il y a encore une panne, on roule comme ça, ou des fois même, vous voyez que, comment on appelle ça, les 2 fenêtres du véhicule sont juste, non, pas les fenêtres, le rétroviseur, qui sont là, l'un est cassé. Des fois, vous voyez un automobiliste, il a même pas ouvert le sien. Du coup, comment est-ce qu'il va avoir un danger qui vient de l'autre? Donc, ces caractéristiques techniques du véhicule, est-ce qu'ils ne devraient pas être aussi vérifiés par les agents qui sont en train de surveiller la route pour aussi amoindrir les risques d'accident? Absolument, absolument. Je crois que récemment, suite à l'accident qui a eu lieu, je crois, vers Congué la semaine dernière, le ministre des Transports a parlé de ça, multiplier les centres de contrôle technique dans les régions. Mais je veux dire, quand on parle de caractéristiques dans le code de la route, technique du véhicule, si vous achetez un véhicule aujourd'hui, vous allez au service des mines pour l'immatriculer, et vous serez soumis à un contrôle technique au départ, tout de suite. Et après, on vous délivre un certificat de mise en circulation. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se dit que c'est comme le riz que l'on consomme ou ou les aliments en fait qui nous viennent d'ailleurs. Quand le ministère du Commerce, son travail, c'est cela. Avant qu'on nous fasse consommer une alimentation, elle fera l'objet d'un contrôle par les services de l'État. Certificat phytosanitaire, etc. On va dire maintenant, ok, cette tomate importée est consommée au Sénégal. D'accord? C'est la même chose aussi pour les véhicules. Quand vous amenez un véhicule au Sénégal, le rôle de l'État, à travers des services compétents, tels que le service des mines, c'est de vérifier si est-ce que ce véhicule dispose de tous les éléments de sécurité avant d'être mis en circulation.
en termes de sécurité active et sécurité passive. La sécurité active, ce sont tous les éléments qui sont mis en jeu dans la conception du véhicule pour éviter un accident. Et la sécurité passive, ce sont tous les éléments qui sont mis en jeu dans la conception du véhicule pour réduire les conséquences d'un accident lorsqu'on n'a pas pu l'éviter. Tu vois? Et au niveau de sécurité active, nous avons ce qu'on appelle la sécurité conditionnelle. C'est-à-dire tout ce qui peut déranger la concentration du conducteur. Les bruits du moteur, les pneus mal réglés, etc. En tout cas, tout ce qui peut déconcentrer le conducteur est appelé sécurité conditionnelle. Il faut donc le régler normalement. Il y a aussi la sécurité de conduite, la stabilité du véhicule, l'équilibre du véhicule. Quand on dit que le véhicule dispose d'une bonne tenue de route, tu peux quitter Dakar jusqu'à Saint-Louis sans aucun problème. Cela veut dire tout simplement que la jonction entre amortisseurs, ces éléments mécaniques-là, suspension, etc., bouge normalement. D'accord. Donc, on a une sécurité de conduite. Il y a la sécurité de commande. Avez-vous vu une fois un véhicule avec un klaxon au niveau de la portière ou en haut du dessus? Toutes les commandes sont placées de façon optimale pour permettre à l'usager d'intervenir rapidement au cas où, au niveau du volant. Vous klaxonnez, vous changez de direction, vous clignotez sans avoir besoin de quitter le volant des mains. Parce que la tenue du volant est une gage de sécurité pour éviter un accident. Si c'est pas pour rien qu'on demande aux gens de tenir le volant à la position 9h15 ou 10h10. 9h15 quand on est en dehors de la ville et 10h10 quand on est en ville. C'est pour équilibrer le véhicule. Mais des fois, tu vois des gens qui font le malin, ils conduisent avec une seule main ou avec la paume de la main même, hein, ils font comme ça. Parce que c'est assisté, c'est ignorer ce que cela peut causer comme dégâts en cas d'accident. Donc, et enfin, nous avons la sécurité de perception. Dans le véhicule, il y a l'éclairage et la signalisation. L'éclairage, c'est pour voir. La signalisation, c'est pour être vu. C'est ça qu'on appelle sécurité active. Il faut qu'on le contrôle. Et la sécurité passive maintenant, c'est l'airbag, c'est la carrosserie, c'est la ceinture de sécurité. Ils ne créent pas d'accidents, mais ils aggravent les accidents. C'est ça le problème. Avant, les véhicules étaient faits de tôle en tank qui ne se tordaient pas. De sorte que s'il y a un choc, c'était les passagers à l'intérieur du véhicule qui ressentaient le choc. Mais le véhicule était là intact, sans problème, parce que c'était en acier, ça ne se tordait pas. Et c'est après maintenant, les concessionnaires ont pensé concevoir des véhicules avec une carrosserie qui permet d'absorber 80% de la violence d'un choc. Des fois, tu as un accident où la carrosserie est complètement broyée, tu as l'impression que personne n'est sorti ici, alors que peut-être il y a eu un ou deux rescapés. Mais ces rescapés vont dire, c'est mon marabout ne m'a pas trompé. Tellement. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc je crois que c'est bon. Hein, maintenant, il faut multiplier. De toute façon, en termes de mesures, il faut des mesures efficaces. On peut rendre une mesure, une décision effective, sans qu'elle ne soit efficace, ou prendre une décision efficace et ne pas l'appliquer sérieusement. Hein? Maintenant, c'est comme en termes de procédure. En entreprise, par exemple, il y a la mise en place d'une procédure et l'application de cette procédure-là. Hein? C'est une chose que de mettre en place une procédure, ce n'est une autre que de faire respecter cette procédure-là. Maintenant, c'est un problème de responsabilité, des niveaux de responsabilité. Chacun, tout à l'heure, je l'ai dit dans le cercle du système de gestion de la sécurité routière, il faudrait que chacun cherche à remplir son rôle, à jouer son rôle. À chaque niveau, n'est-ce pas, tu essaies de jouer son rôle, et là, je crois que nous tous, nous allons gagner. Nous allons gagner. Il ne faut pas pointer du doigt un type d'usager. C'est risqué. Nous sommes tous responsables.
Tous responsables. Parce que c'est le fait de dire, c'est l'État qui n'a pas fait ceci, est-ce que toi tu as fait ce que tu devais faire? Au moment où tu dis c'est l'État qui n'a pas fait ceci, est-ce que toi tu as été formé? Est-ce que tu acceptes de continuer ta formation? Comme tout à l'heure tu as dit. Hein? Est-ce que c'est pas parce que tu t'es déjà formé pour 2 mois, tu as le permis de conduire, que maintenant c'est fini? La réglementation routière évolue. Je vous dis, nous avons un système de permis de conduire performant. Hein? Ça, il faudrait que les gens le sachent aussi. Le Sénégal dispose d'un programme de formation important pour le code de la route. Parce que quand vous passez le permis de conduire, on vous teste par rapport aux règles de circulation qui abordent les notions de vitesse, de dépassement, de croisement, de changement de direction, de position sur la chaussée. Ça, c'est dans le programme d'examen de permis de conduire. Il y a les règles de conduite qui abordent les notions de sens de responsabilité. Enfin, tout ce qui peut affecter le comportement de l'usager est appelé règles de conduite. Et après, maintenant, vous avez également le véhicule en termes de sécurité, de perception. Donc, les 25 questions qu'on vous pose à l'examen théorique du code de la route parlent de tous ces éléments. Et ces éléments, si vous les ignorez, vous ne devez pas conduire un véhicule. Normal. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est important. Il faut que les gens arrêtent. Nous avons un bon programme de formation de permis de conduire. Maintenant, avoir un bon programme de formation au permis de conduire est une chose. Ce n'est une autre que de faire appliquer ce programme-là. Mais en tout cas, le programme est bon. Ton pays dispose d'un bon programme de formation. Contente en tout cas de le savoir. Voilà. Et comme tout à l'heure, vous avez aussi dit que c'est chacun son rôle et que Télé-École essaye de sensibiliser. Vous les invitez, vous ne pouviez dire que ce que vous pensiez. Donc, aux autorités de prendre leurs responsabilités, que chacun prenne ses responsabilités. C'est ça. Voilà. Et en parlant aussi de technologies innovantes dans le code de la route, dans le programme du code de la route sénégalaise, quel rôle les technologies et les applications aujourd'hui peuvent apporter de plus pour contribuer à cette sécurité routière? Non, à sauver l'homme, tout simplement. Tout à l'heure, je l'ai dit, la simple sécurité fait partie de cette technologie-là. Hein? Il y a d'autres, les radars, par exemple, font partie de cette technologie parce que ça permet, ça empêche à l'usager d'utiliser comme il veut sa voiture, hein, rouler n'importe comment. Donc c'est important, toute cette technologie-là. En général, la technologie est un moyen de protection. C'est quand on n'arrive pas à maîtriser un élément, n'est-ce pas? Quand on n'arrive pas à maîtriser un élément, que l'on met en place une protection, n'est-ce pas? Donc c'est pour protéger l'individu, où le rôle de ces avancées technologiques-là, c'est pour justement la protection du facteur humain. D'accord. Alors, plus haut, vous aviez parlé des écoles de formation qui sont ici au Sénégal. Donc, quelles sont vraiment les écoles de formation phares qui sont dans la manière d'octroyer les permis de conduire ou vraiment d'éduquer de manière... Mais est-ce que je suis en droit de faire de la publicité pour certaines écoles? Parce qu'il faut dire qu'elles sont toutes bonnes. Hein. Franchement. Maintenant, au niveau interne, il me serait très, très, très difficile de pointer du doigt une autre école. Hein. Pas quand même de pointer, mais de dire les réalités. Parce que moi, j'ai mon frère qui a eu à passer son permis de conduire dans une école de formation près de l'université. Et quand il est venu à la maison maintenant pour pouvoir conduire la voiture de papa, il s'est avéré que apparemment il n'avait rien appris de bon. Du coup, voilà, ça c'est. Du coup, il y a problème quand même. Donc, il y a beaucoup là c'est un problème. C'est comme aussi. C'est comme les télévisions, c'est comme les radios. Hein. À chaque fois que vous allez dans une entité, il y a toujours des défaillances par-ci par-là.
Mais ce qui est important, c'est la mise en place de ces écoles pour la formation. Maintenant, quand il n'y a pas de surveillance au niveau interne, ça aussi c'est un problème. Hein? C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, l'État ne s'arrête pas tout simplement à mettre sur place un cadre juridique et institutionnel, mais doit aussi poursuivre ces avancées, aller jusqu'au contrôle des établissements, voir si est-ce que le programme dont je viens de parler tout à l'heure là est bien appliqué par ces écoles-là. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est pas à moi de dire telle école ne le fait pas ou telle école le fait. Mais de toute façon, ce qui doit se faire, c'est l'application de ce programme-là que nous avons dans notre loi du Code de la route, la loi 2230, qui n'est pas encore abrogée par aucune autre loi. Enfin, il y a une autre loi qui a été créée en 2021 ou 2022, je crois. Il n'y a pas encore de décret d'application. Bon, donc, pour l'heure, on a toujours la loi 2230, dans laquelle nous avons un canevas de programmes de formation au Code de la route au Sénégal. Et ce canevas-là parle des règles de circulation, des règles de conduite, de l'aménagement des véhicules et de la signalisation routière. Vraiment, c'est un programme. Si maintenant les écoles ne l'appliquent pas, ça c'est à haut niveau. Hein. Donc, il appartient à l'État maintenant d'aller dans ces établissements scolaires, enfin, ces établissements d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, pour vérifier si est-ce que le programme, le canevas de programme dans le Code de la route du Sénégal est bien appliqué, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on mette en place maintenant un programme national de formation. Ça, c'est à notre niveau. On a en tout cas un canevas de programme dans la loi 2230 et que ce canevas-là doit faire l'objet d'une application par tous les établissements d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière. Ils le font, ils ne le font pas. Ça, c'est à l'État de vérifier. C'est pas à Monsieur John de vérifier. D'accord. Alors, nous avions bien entendu. Je rappelle que Ousmane Bienvenu John est consultant formateur en sécurité routière, également président de l'association de lutte contre l'insécurité routière à lire. Alors, Ibrahima, vous avez été là tout au long du thème. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose quand même pour contribuer à ce que Monsieur John nous a dit? J'aimerais juste dire une chose que vraiment, ça fait plaisir de partager avec vous, Monsieur John, ce plateau en doyen, parce que j'ai tellement appris dans cette émission, j'ai beaucoup appris et cela montre nettement que vous maîtrisez votre sujet. Comme on a tendance à le dire, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on peut dire que vous êtes à la place qu'il faut. En tout cas, merci bravo. beaucoup. Nous avions... Mais je voudrais aussi, pour clôturer, Oui. parce que vous l'avez souligné dans vos questionnaires, et c'est important, j'ai pas voulu commencer par ça, c'est le partenariat qu'il faut. Et les collaborations. Et les collaborations, justement, pour réussir tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il y a un partenariat sans lequel tout ce que nous avons dit ici ne servira à rien du tout. Et ce partenariat, il est triangulaire. Nous avons au sommet l'État. Quand je dis État, c'est l'État et les organismes non gouvernementaux, les ministères, etc., qui gravitent autour de la sécurité routière. Oui. Et il y a en bas les mouvements syndicaux et associatifs et les auto-écoles, les formateurs. Dans ce partenariat, qu'est-ce que nous pouvons gagner? Si l'État prend des mesures ou décide quoi que ce soit, il le fait descendre vers les acteurs. S'il n'y a pas maintenant une entente entre les mouvements syndicaux, les associations et les auto-écoles, la solution ne sera jamais trouvée. D'accord. Ça, c'est un cri de cœur que je lance d'ailleurs. Il faut impérativement ce partenariat. Pour l'État, il n'y a pas de problème. L'État, il est là, il prend des décisions, il demande à ce qu'on les applique. Mais ceux qui sont appelés à appliquer ces décisions-là, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas ensemble, mais aucune décision ne pourra être appliquée normalement. Si les syndicalistes évitent d'amener
et leurs militants en formation dans les auto-écoles, c'est un problème. Si les associations aussi ont du mal à sensibiliser parce que tout simplement il n'y a pas de formation, mais c'est encore des problèmes. Donc il faut une relation, un link entre mouvements syndicaux, associations, formateurs. Mu nekk benn. Si ce link-là est réel, toute décision prise par l'État pourra être exécutée sans aucune difficulté, ni tiraillement. Voilà. Donc retenons qu'il doit y avoir une synergie des acteurs de la sécurité routière. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, nous vous remercions beaucoup. Hein. Moi, franchement, j'ai aimé ce qui a été dit. J'aurais aimé quand même qu'il y ait plus d'heures, mais malheureusement, le temps nous est imparti. Je rappelle le thème, la sécurité routière au Sénégal, les enjeux et solutions que nous avions eu à débattre avec Ousmane Bienvenu John, qui est consultant formateur en sécurité routière et président de l'association de lutte contre l'insécurité routière à lire. Donc, si vous êtes avec nous depuis le début, vous avez vu que nous avions tout d'abord eu à définir ce qu'était la sécurité routière et aussi de citer les 5 éléments, à savoir qui composent cette sécurité routière, qui sont l'État, les usagers, les formations, les médias, les forces de l'ordre et aussi l'importance de l'organisation de la gestion de la sécurité routière. Et vous aviez aussi parlé des différentes tâches de conduite qui sont au nombre de 3, l'activité de contrôle, l'activité de guidance et l'activité de navigation. Et d'autres importances aussi à souligner, c'est le rôle des usagers sur la voie publique et qu'il faudrait quand même avoir, avec ce que Ibrahim a dit, une continuité de la formation de ce que nous avions eu à faire et que l'éducation routière continue au fur et à mesure parce que parfois, comme vous avez dit, avec les facteurs déclenchants et autres, il y a une capacité de réflexion rapide qui doit être faite. Et si l'éducation routière ne continue pas, ça peut amener un accident vite fait. Et pour les causes principales, vous aviez parlé de la vitesse, du dépassement prématuré que nous observons tous, des piétons et des cyclistes. Vous aviez dit qu'en 2021, 30% de ces victimes étaient des piétons et des cyclistes. Donc, quel est vraiment le problème? Et de l'alcool et aussi et de la drogue. Et pour les facteurs déclenchants, vous n'en aviez parlé qu'un seul, mais que j'ai retenu, qui est l'hypovigilance, donc qui est observée entre les heures entre 13h, 15h ou 3h à 4h du matin et qui est une heure qui est déconseillée, en tout cas pour les personnes, de voyager parce que l'être humain est à l'état de veille, donc il n'a pas totalement toutes ses facultés. Alors, vous aviez aussi parlé d'autres 5, bon, avant des autres qualités, nous avions aussi parlé des défis, à savoir la sensibilisation, l'infrastructure, la mise en application des lois du code de la route, et aussi nous avions parlé des qualités du code de la route, à savoir les caractéristiques techniques d'un véhicule, l'utilisation des usagers sur la voie publique, les règles de priorité et aussi l'autorité locale. Et ce que vous aviez dit en dernier et qui nous a marqué, c'est qu'il faut une synergie des acteurs du secteur routier. Parce que ce n'est qu'avec cette synergie que ces lois qui ont été mises en place par l'État pourront être exécutées et qui pourront réduire le risque d'accident au Sénégal et aussi de l'importance des partenariats et des collaborations et que tout de même chacun son rôle. Nous ne pouvions dire que ce que nous pensons, donc que chacun prenne ses responsabilités. Alors, Monsieur John, qu'est-ce que vous aviez à dire comme mot de la fin aux auditeurs de Téléécole? Mais que je suis très ravi d'être invité à ce plateau. Moi, je vis de la sécurité routière parce que je suis épris de justice et d'égalité. Je n'aime pas la violence. Donc, tout ce qui est sécurité m'intéresse. D'autant plus qu'il s'agit d'un état d'esprit, en réalité. Ces genres d'émissions, il faut les multiplier. Mais à vous également, je vous remercie parce que vous avez été d'une intelligence remarquable. Merci.
C'est important pour une jeune personne qui évolue, continuer dans cette lancée. Et bien évidemment, vous verrez de très bons résultats. Vous avez une capacité d'accueil, et ça c'est important chez une jeune femme, toute personne d'ailleurs, avoir une capacité d'accueil, être réceptif, n'est-ce pas? Donc toutes ces qualités font que si vous continuez à cette lancée, je vous vois déjà très loin. Merci beaucoup et sachez que Téléécole est toujours là pour nous encadrer et aussi de nous mener dans le droit chemin. Alors, Monsieur John, merci encore de votre présence. Merci également à Ibrahima. Et comme Monsieur John l'a dit, il n'aime pas la violence. Donc, vous aussi n'aimez pas la violence et aimez l'égalité et aussi le respect des lois. Alors, nous vous remercions d'avoir assisté à notre première rubrique, la rubrique Société. Mais ne nous quittez pas, restez sur la 106.1 pour découvrir notre invité sur la deuxième rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active. C'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. dix heures midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Rebienvenue à vous qui nous suivez. Alors, à présent, après la rubrique Société, nous allions démarrer avec la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active, dans laquelle nous aurons comme invité Ibrahima Ba, qui est cofondateur de SDC Compagnie, responsable marketing chez Seine France, assistant comptable et community manager à Copac, cours privé Amadou et Kumba. Il a été aussi vice-président de l'amicale des jeunes étudiants de Wahina Nemzat et responsable des relations internes et externes de l'ENO de Guédiawaye. Bonjour, rebonjour. Ibrahima. Bonjour à vous, Maya. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Nous serons également accompagnés de Monsieur John qui était tout à l'heure avec nous. Alors, nous allions discuter du thème suivant, les erreurs à ne pas commettre dans l'activisme. Alors, il y a pas mal de jeunes, aussi, le plus engagement citoyen. Ils n'aiment pas s'y mettre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le thème, vous allez savoir que ceux qui veulent s'y mettre, comment se comporter, comment faire attention et de ne pas sombrer à l'intérieur. Alors, Ibrahim, la première question que j'aurais à vous poser est la suivante. Quelles sont les principales erreurs que nous, les citoyens, nous, les jeunes qui aimons, qui avons l'amour de la citoyenneté active, nous commettons dans ce genre d'action citoyenne? D'accord, merci beaucoup, Maya. Tout d'abord, je vais démarrer par expliquer ce que signifie la citoyenneté active. La citoyenneté active n'est rien d'autre que le fait qu'un citoyen soit engagé dans sa communauté ou bien dans la société de manière générale. En d'autres termes, le citoyen est censé savoir ses droits ainsi que ses devoirs dans la société. Par exemple, comme le droit de vote, le droit de faire des marches pacifiques. Les limites qu'on peut déléter vis-à-vis de la citoyenneté active est que, comme on a tendance de le dire, l'excès est nuisible. Trop engagé dans la citoyenneté active peut nous nuire. Et la majeure partie des jeunes qui sont trop actifs dans la citoyenneté active ne prend pas en compte, on peut dire, que le fait d'être dans la citoyenneté active, qu'ils ont des droits et des devoirs. C'est-à-dire, ils ont le droit de réussir leur vie. Parce que
le fait de s'émanciper trop dans la citoyenneté active ne doit pas te pousser à t'oublier, on peut dire, ou bien à oublier que tu as des objectifs à atteindre, que tu as une vie à mener, que tu dois réussir dans ta vie. C'est ce qu'on peut dire de la citoyenneté active, de ses limites. Par exemple, je peux prendre l'exemple des jeunes de Wakhinane. Quand j'étais au Bénin, au niveau de l'Union de Guédiawaye, il y avait des jeunes étudiants qui aimaient trop les activités du Bénin. Là-bas, on appelle le Bénin, le bureau des étudiants, on l'appelle là-bas le Bénin. D'accord. Ils faisaient trop d'activités avec le Bénin. Ils avaient même oublié, parce que ce sont des étudiants de première année. D'habitude, ce sont des étudiants de deuxième année qui adhèrent au Bénin. Mais eux, ce sont des étudiants de première année qui avaient adhéré au Bénin. Ils avaient pris les activités du Bénin au-dessus de leurs études. D'accord. La majeure partie avait capuché. Donc, ils ont perdu une année à cause, voilà, de trop s'émanciper, on peut dire, dans la citoyenneté active. Merci. Alors, je rappelle aussi que vous êtes diplômé de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane en certification en tant qu'infographiste au centre de recherche EBC. Et donc, vous avez certainement de l'expérience par rapport à ça. Alors, malheureusement, vous n'avez pas encore répondu à la question, mais avant d'y répondre, je vais amener un petit sujet. D'habitude, quand on part à l'université, moi, par exemple, les membres de ma famille, ils me disaient, n'entre pas dans le syndicalisme ou n'entre pas en tout cas dans les groupements universitaires. Tout simplement, en fait, pour nous dire de faire attention. Parce que comme vous l'avez dit, là, il y a les étudiants de première année qui y sont entrés. Donc déjà, quand on a son baccalauréat, on quitte un monde pour entrer dans un monde nouveau. Donc le monde de l'université déjà est tout à fait différent de l'autre monde collégial, lycéen et tout. Et donc dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire peut-être c'est de savoir, d'observer, de faire des remarques, un constat général, de savoir déjà où est-ce qu'on est avant d'entrer dans quoi que ce soit. Mais malheureusement, on voit de jeunes étudiants de première année qui entrent et qui après ne se concentrent pas trop sur les études. Et là, par là, je voudrais juste poser quelles sont les principales erreurs. Bon, déjà, c'est là, le fait qu'ils entrent sans connaître, mais comment est-ce que pour eux, quels seront en fait les pièges les plus courants auxquels ils seront confrontés là-bas? Les jeunes étudiants qui viennent à peine d'entrer à l'université et qui viennent dans ce groupement de jeunes, que ce soit à l'université ou dans le quartier ou autre part, mais qui viennent simplement comme ça, entrer dans les groupements de jeunes. Quels sont les pièges auxquels ils seront confrontés au premier? Bon, on peut dire que les premiers pièges sont d'abord, avant d'entrer dans quelque chose, il faut d'abord savoir ce que c'est que cette chose. Il faut faire des recherches préalables, essayer de côtoyer les gens pour qu'on puisse savoir dans quoi on va s'engager. La majeure partie des jeunes s'engagent parce que leurs copains ou bien leurs copines ou bien leurs amis sont engagés. Alors qu'ils oublient avant d'être engagés, il faut savoir le but, le pourquoi on est engagé. Et si on est engagé dans des activités, on risque de se faire, on risque, je peux dire, de se nuire tout seul. Parce que si tu prends l'élève qui quitte un monde pour devenir un étudiant, entrer dans un nouveau monde qui est différent du monde qu'il connaissait, c'est un monde qui est différent, on est d'accord. Par exemple, on prend une fille qui n'a jamais quitté sa maison conjugale et un bon jour, elle quitte sa maison conjugale pour venir habiter à l'université avec ses amis ou bien ses copines. S'il n'a pas une bonne éducation, elle risque de se perdre. Et ce sont les conséquences avec les associations au niveau des universités, parce que la majeure partie des associations, ce sont des associations à but. Il y a certaines associations qui sont des associations à but lucratif, mais il y a d'autres qui sont des associations à but non lucratif. Quand je dis à but non lucratif, c'est-à-dire ce sont des associations d'entrepreneuriat, de lecture ou bien de recherche. Mais il y a d'autres qui sont animés par le fait d'être président ou bien par le fait d'avoir de l'argent au niveau de l'université, d'occuper des postes stratégiques pour après gagner un peu de sous. Et c'est le lapsus en fait.
Moi, je me dis que même l'étudiant qui doit venir au niveau de l'université, d'abord, il doit avoir des comités mis en place au niveau de l'université. Quand un nouveau étudiant vient, maintenant, ces comités vont l'expliquer les dangers qui se trouvent au niveau de l'université, l'expliquer comment se comporter au niveau de l'université et essayer de le mettre en rapport avec des personnes ressources. C'est-à-dire, si on se rend compte que c'est un bon élève, on essaie, voilà, de lui offrir une ouverture, par exemple, dans la bibliothèque pour qu'il puisse faire des recherches. C'est à eux, ceux qui sont au niveau de l'université, de faire ça et de prendre ça en compte. Parce que l'étudiant qui vient, il vient dans un monde nouveau. Et quand on a tendance à le dire, on doit suivre l'étudiant, suivre son évolution. Parce que les étudiants d'aujourd'hui seront des futurs ou bien des leaders de demain. Quand on est leader, on le forge à bas âge. Tout à fait. Et en tout cas, de pouvoir le guider, vu qu'il Oui. est dans un monde inconnu. Tout à l'heure, vous aviez parlé des conséquences, déjà le fait de se perdre. Quelles seront aussi les autres conséquences qui pourront attendre cet individu qui est en train de s'intéresser à la vie active à l'université ou quelque part d'autre? Les conséquences, bon, elles sont nombreuses, hein. Si on sait, on va rester là. Mais néanmoins, on prend en compte les conséquences majeures. La majeure partie des gens, le constat qu'ils ont fait au niveau des universités est que les étudiants qui viennent en première année ne doivent pas être mêlés aux associations ou au syndicalisme. Parce que la première année, elle est cruciale. Elle doit d'abord se concentrer aux études. Essayer de familiariser avec le monde de l'étudiant pour ensuite adhérer dans les associations. Parce qu'en adhérant dans les associations, comme j'ai tantôt dit cela, on risque de se perdre. Et quand on se perd, c'est pas facile, voilà, de prendre quelqu'un qui est perdu, voilà, pour le ramener sur le droit chemin. C'est un peu compliqué. Ou être dans un endroit où il n'y a ni papa ni maman, tu es tout seul, c'est un peu compliqué. Si tu risques d'avoir des mauvais amis, ils vont, voilà, ils vont te diriger vers un chemin différent de ton optique. De tes valeurs. Voilà, de tes valeurs, on peut dire. Et comme autre conséquence, moi, j'aurais à parler de la discrimination et de la pression. Donc, d'habitude, bon, moi, je suis de l'UCAD et d'habitude, ceux qui entrent dans la vie citoyenne là-bas, c'est pour après avoir où loger. Donc, tu viens à Dakar, peut-être que tu n'es même pas de Dakar, tu es d'une autre région du Sénégal, tu viens. Et en premier lieu, il y a un syndicaliste qui va t'accueillir. Mais ce ne sera pas gratuit, malheureusement. Et donc, ce qui fait que après, tu es censé lui être redevable. Donc, cette personne te procure une chambre où tu es à l'aise et tout. Parfois même tes tickets de repas. Et qu'après, à chaque fois qu'il y a une activité, une descente faite par là-bas, comment dire, en tout cas, une activité syndicale, ils te mettront la pression et te dire que si tu ne viens pas, tu vas sortir de la chambre. Donc, cette personne, ce jeune est perdu tout simplement parce qu'il n'y a personne ici qui peut être quelqu'un de la région, dans les régions reculées, et se dit donc que si je ne fais pas ça, je vais sortir et donc où est-ce que je vais dormir? Donc, dans un autre côté, il y aura une pression qui sera là. Et est-ce que ce jeune qui vient du lycée pourra vivre avec cette pression des aînés de l'université qui sont en train de lui faire surmonter cela? Toutes ces conséquences sont là et qu'il faut vraiment voir où entrer, qui aborder et voilà, en tout cas, faire en sorte en tout cas d'avoir une personne qui puisse vous guider sans problème. Et vu que vous aviez été dans la citoyenneté active aussi en étant jeune, vous aviez été le responsable des relations internes et externes de l'ENO de GDY. Quels sont pour vous, ou comment reconnaître et éviter les discours toxiques ou les actions qui pourraient nuire à la démocratie et à la cohésion sociale pour toute personne venant dans ce genre d'environnement? D'abord, la première question qui se pose, ou bien le premier problème, on peut dire, qui se pose, dès que tu viens, on t'aborde un discours politique. C'est toxique. Faut pas se mêler à la politique.
Ce sont les bases qu'on t'apprend. Même les amicales, les groupes des amicales qu'on crée sur WhatsApp, même si par mégarde quelqu'un balance un message d'ordre politique, cette personne sera exclue. Parce qu'on dit que dans un groupe ou bien dans une association, elle est laïque. Et quand on parle de la laïcité politique, c'est-à-dire que il n'y a pas lui, il est de APR, ou bien l'autre, il est de PASTEF. Primo, la politique, c'est à mettre à côté. Parce que c'est pas facile d'assimiler la politique et les autres. Ensuite, il y a des, comme on entend le dire, il y a des malfaiteurs. Hein. Il y a des malfaiteurs. Partout. Voilà, partout il y a des malfaiteurs. Il y en a certains qui sont intéressés par les étudiants. Quand je parle par les étudiants, c'est-à-dire ils viennent exploiter les étudiants pour attendre quelque chose en retour. Ce sont des gens à éviter. Il y a aussi des groupes d'individus qui ont besoin aussi des étudiants pour arriver à leur but. C'est un peu compliqué. C'est un monde vraiment où si tu n'es pas vigilant ou bien si tu es facile à berner, tu risques voilà, de te créer des ennuis ou bien d'entrer dans d'autres choses différentes de tes objectifs. C'est pour cela, moi, davantage, ce que je conseille la majeure partie des gens, si on est au niveau de l'université, de ne pas loger dans l'université, peut-être de chercher un logement à côté, de quitter là-bas, faire ses études et en plus de revenir. C'est ce que je conseille à certains. À d'autres, je leur conseille de suivre des formations certifiantes qui ne durent pas et à la fin de cette formation, tu obtiens un certificat qui te permet de travailler. C'est ce que je conseille à mes collègues étudiants. Mais il faut aussi reconnaître que la citoyenneté active est vraiment une phase très importante dans la vie d'une personne. Et que moi, ce que j'aurais comme conseil à ajouter, par exemple, c'est que s'il veut être actif et qu'il a cet amour et que comment dire, quoi qu'il soit, faire en tout cas en sorte de pouvoir vivre cette passion, d'aller par exemple dans les groupements de jeunes qui offrent des formations en développement. Tout à l'heure, dans la première réplique, vous aviez parlé de développement personnel, la connaissance de soi. Et donc, dans cette première année, arrivée dans ce monde universitaire, cette connaissance de soi, elle va être très importante. Parce que tout à l'heure, il a dit que avoir le réflexe quand il y a un risque d'accident, mais aussi avoir le réflexe quand on est entre études et divertissement, diversité déjà de mentalité et tout. Donc, aller dans peut-être des groupements qui vont t'enseigner, en tout cas, qui vont te donner de la culture générale. C'est ce que moi, j'incite en tout cas aux jeunes de faire. Et aussi, comment dire, après tout, de savoir qu'il y a une dignité à sauvegarder et que même si on sera dans le besoin, tôt ou tard, il y aura ici une main ouverte et qui au moins sera là pour vous aider et ne vous demandera pas quelque chose d'autre en retour qui vous sera néfaste. Alors, une autre question pour vous. Comment est-ce que pensiez-vous qu'on pourrait encourager les citoyens, les jeunes, à s'engager de manière constructive dans la vie publique, en toute transparence, sans tomber dans les pièges de l'activisme inefficace? Alors, ça, c'est facile. C'est juste d'organiser ou bien de mettre en place des activités d'ordre public, des activités d'ordre pédagogique. On se pose tous la même question. La majeure partie des jeunes sont intéressés par le fait d'avoir leur permis de conduire. Mais mettons en place des activités de conduite. Facilitons aux jeunes comment acquérir des permis. Facilitons aux jeunes les cours sur la conduite, parce que la majeure partie des jeunes que je rencontre, notamment dans la banlieue, leurs parents n'ont pas de véhicule. Donc, s'ils obtiennent leur permis, même pour conduire en voiture, ça pose un problème, parce que tu n'auras pas une voiture mise à ta disposition pour qu'au moins pour te réformer, pour être plus performant, on peut dire, sur la route. Mais mettons en place des activités, par exemple, sur les cours de conduite. Mettons aussi en place des activités d'infographisme, parce que plus tard, ça peut leur servir. Si tu mets en place
par exemple, on prend, par exemple, 10 jeunes pour former des jeunes sur comment on fait des créations sur, par exemple, Photoshop, ça peut leur servir. Parce que le jeune qui sait comment créer des créations sur Photoshop peut faire des cartes de visite. Et les cartes de visite, en un clé d'œil ou bien en une soirée, tu peux récolter 50 000. Mais 50 000, c'est beaucoup, hein, pour un jeune. Par exemple, si tu laissais le jeune, il pouvait aller faire du manœuvre et à la fin du journée, il aura 50 000. Il aura 5 000 autant pour moi. Donc, ce sont des activités à mettre en place au service ou bien au détriment des jeunes. Soit ce sont les grandes institutions qui viennent proposer ça aux universités pour les accompagner, ou bien ce sont les associations au niveau des universités qui vont avoir, par exemple, qui vont mettre en place ces activités en partenariat avec les grandes structures, parce que tous les deux parties vont gagner. C'est ce que je propose pour remédier à ce fléau. D'accord. En tout cas, de mettre en place un espace constructif. Alors, Monsieur John, vous avez quelque chose à dire par rapport au thème? Oui, une contribution certainement, parce que c'est très important ce qu'ils viennent développer. Et j'aimerais juste parler de deux types de connaissances. La connaissance abstraite, qui est acquise à partir de l'école, et la connaissance factuelle, qui est acquise à partir de l'université, de la vie. Ce qu'on appelle l'école de la vie. Pas l'école de la rue, hein, l'école de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier? C'est un problème de système également. Les écoles exigent de nombreuses années aux enfants pour leur inculquer des connaissances abstraites sans leur dire comment utiliser ces connaissances-là une fois qu'ils les ont acquises. Alors, tout à l'heure, il l'a dit, à l'université, c'est bien d'aller dans les facultés, apprendre, mais également, il faut penser à une formation certifiante, une formation qualifiante, qui te permet de t'insérer tout de suite dans la vie active. Parce qu'en fait, l'échec n'existe que dans les limites que les hommes ont établies eux-mêmes dans leur esprit, en fait. L'échec n'existe pas en réalité. Donc, maintenant, le troisième élément qui vient s'ajouter à ces deux types de connaissances, c'est justement la relation que l'on doit avoir avec cette connaissance-là. Parce que si tu n'as aucune relation avec la connaissance que tu as acquise, tu ne pourras pas la transmettre. Tu ne pourras pas l'enseigner, tu ne pourras même pas l'utiliser. Parce qu'il n'y a pas de relation entre cette connaissance acquise et toi-même qui l'as acquise. Malheureusement. Donc, je crois que pour parler de citoyenneté, tout à l'heure également, il l'a rappelé, quand je disais que ce qui peut déterminer la personnalité de l'individu, c'est d'abord la découverte de soi. Il faut se connaître. Et c'est pas l'école qui va t'enseigner comment te connaître. L'éducation de base, c'est à la maison. C'est à la maison que l'on acquiert ces types de connaissances. Donc la découverte de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi et l'estime de soi, ce sont ces éléments qui déterminent la personnalité de l'individu. Tant que tu n'arrives pas à gérer ces trois éléments, tu n'es pas encore équilibré. Et quoi que tu puisses entreprendre, tu risques d'avoir des problèmes de recommencement, pour ne pas parler d'échec, de recommencement. Tu vas tout le temps recommencer, tout le temps recommencer. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ces connaissances-là, qui sont très très importantes, et pensez plutôt aux connaissances factuelles, actuellement. Par exemple, vous faites actuellement de la connaissance factuelle. Vous êtes en formation continue. Après l'enseignement abstrait que tu as acquis à l'université, tu es maintenant dans la production, n'est-ce pas? C'est pas ce que tu as fait à l'université qui va t'aider à réussir ici. C'est ce que tu vas apprendre dans la vie qui va t'aider à réussir. Comment gérer une émission, comment gérer
les personnes que tu invites, etc. Donc ça, c'est un apprentissage que l'on acquiert à partir de l'université de la vie. L'université de la vie. En tout cas, vous avez dit, vous avez eu à parler de choses vraiment très importantes, à connaissance abstraite que l'on apprend à l'école. Et comme vous avez dit, malheureusement, on ne nous dit pas, on ne nous montre pas, on ne nous guide pas à comment utiliser cela. Voilà, parce que des fois, on voit à l'université, quelqu'un aller jusqu'au master 2, ne sait pas bien se présenter quand il s'agit d'oral, ou parfois même quand il s'agit, par exemple, d'écrire quelque chose qui vient de sa tête. C'est très difficile de voir et de se dire, ah, cette personne pourtant a fait tant d'années d'études, mais finalement. Donc, il faudrait que, avec peut-être cette citoyenneté active, faire en sorte qu'il y ait un espace qui va faire réfléchir, éveiller les personnes à cela et se dire que aussi ici aux jeunes de faire un effort par rapport à cela, parce qu'il y a des jeunes qui sont toujours là, assis, et disent que oui, c'est papa et maman qui s'occupent de moi depuis petit, donc ça doit continuer comme ça, alors que déjà quand on entre dans le monde universitaire, papa et maman n'est plus là, c'est à toi de prendre des décisions, c'est à toi de choisir le chemin, et c'est aussi à toi de savoir et de choisir qui va t'influencer positivement et négativement. Alors, Ibrahim, vous êtes dans la citoyenneté active pendant, je pense, pas mal depuis, en tout cas, votre jeunesse. Vous aviez été vice-président d'une amicale de jeunes, des étudiants de Wahine Al-Mouzad. Et tout, vous vous occupez aussi de nombreux postes. Comment est-ce que vous aviez fait pour arriver à allier les études et la citoyenneté active? Non. Tout d'abord, c'était pas facile de jongler les deux choses, mais quand même. Comme on dit, ou bien comme on a l'habitude de le dire, quand on est leader, on n'en peut rien. Quand on est leader, toujours on a envie de se différencier des autres. Et je pense que c'est un point assez essentiel pour se différencier des autres. Je pense que si on a un bon timing, on peut gérer études, passion, activité, toutes ces trois choses en place. Néanmoins, aujourd'hui, en venant, j'ai dû faire quelques sacrifices pour venir, mais ça vaut le coup. Par exemple, j'ai un timing bien rédigé du lundi au vendredi, je suis au bureau, je suis à Copac, je suis comptable, je suis comité manager. Les week-ends, je suis au niveau de Sainte-France, je suis responsable marketing, je fais du télétravail. Et le dimanche, je suis dans mes activités associatives, que ce soit dans l'amicale ou bien dans les associations ou bien dans mon propre entreprise où je fais des confections de flyers. C'est pas facile, mais on s'adapte. On s'adapte. En fait, ça fait plaisir quand on t'appelle, tu dis que j'ai pas de temps. Et en réalité, on se rend compte que tu n'as pas de temps. Ça fait plaisir quand même. D'accord. Peut-être même que tu as du temps, mais tu as du temps à générer de l'argent, ou avoir beaucoup plus de connaissances. Et en parlant de générer de l'argent, on dirait que tu es entrepreneur. Alors, tu es cofondateur de SDC Compagnie. On aimerait bien savoir ce que c'est. Est-ce que c'est une amicale, une association qui fait du volontariat? Je ne sais pas. Et aussi de Scène France. Pourquoi pas Scène Sénégal? On se demande aussi. Donc, déjà l'entrepreneuriat, la citoyenneté active. J'espère que tu ne prenais pas tes sous pour aller mettre ça dans les activités de cette settle ou de récolte. Donc, comment est-ce que aussi tu as pu gérer tes entreprises et aussi de quoi s'agit tes entreprises? Est-ce que tes entreprises, est-ce qu'au fait de la citoyenneté active, cette citoyenneté active t'a influencé à créer ces entreprises? Si oui, comment? Ici, on aimerait aussi connaître en petit détail ce dont il s'agit exactement. D'accord. D'abord, je vais commencer par la citoyenneté active m'a permis d'abord d'acquérir mon certification en tant qu'infographiste au niveau du centre d'essai et de recherche de Guédiawaye avec la coopération allemande et le pôle emploi de Guédiawaye. Je les salue même de passage. Ils m'ont permis d'avoir mon certification. C'est au moment où j'ai eu ma certification en tant qu'infographiste avec un ami du nom de Giran Faye, nous avons décidé de créer une entreprise et d'entreprendre, de faire des confections de flyers, des t-shirts, de faire des vidéos tutoriels, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons commencé par confectionner des cartes de visite avec des couturiers et ça a commencé.
ça a déclenché. Ensuite, nous avons eu de grands partenariats avec EMIA, Université africaine des sciences et technologies, d'ailleurs, où j'étudie jusqu'à présent. Nous avons eu à les couvrir lors du 100% campus avec les bouteilles d'eau. Nous avons aussi pas mal décroché d'autres partenariats avec Copac. Nous les avons fait des autocollants, ainsi de suite, ainsi de suite. La situation était active, donc on peut dire que m'a animé ou bien m'a inhibe, voilà, à mettre en place, voilà, m'a ouvert beaucoup de portes pour en plus entreprendre dans ma vie. Bon, je vais juste axer sur Sainte-France. Sainte-France Perfectible est une entreprise française basée à Bordeaux, à Dakar, ainsi qu'à Libreville. Son objectif, c'est d'accompagner les étudiants et de les insérer vers des horizons internationales. Et quand je parle d'horizons internationales, il y a beaucoup de pays. Il y a la France, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a la Suisse, ainsi de suite. Et le Sénégal aussi. Et le Sénégal aussi. Ah oui, Voilà. il faut les insérer au Sénégal. Voilà, on est en passage, on est au niveau des deux voies de Liberté 6. Oui. Au niveau de Liberté 6 extension, au niveau de Liberté. Moi, je veux dire, les étudiants qui sont formés là-bas, ici. il faudrait qu'on retrouve des possibilités, Oui. des opportunités Oui. au niveau interne, si, quoi. si, au niveau interne. Avant d'aller vers la En France. fait, c'est ça. Déjà, nous avons commencé à faire, comme tantôt je vous ai dit, des émissions d'entreprise avec Escoa, qui est notre partenaire, avec ABS, qui est notre partenaire, avec même la mairie de Wahenan Minzat, qui est notre partenaire. On fait des émissions d'entreprise. On les dit, envoie-nous des étudiants. Ces étudiants vont venir passer une demi-journée ou une journée avec nous pour savoir le climat ou bien l'atmosphère des entreprises. Nous faisons aussi des journées d'orientation que nous comptons faire récemment, que nous comptons faire avec les lycées pour une ouverture d'esprit des élèves. Ce qui les attend dans la vie future et ce qui les attend s'ils ont la possibilité de poursuivre leurs études à l'étranger. Parce que on est une entreprise tantôt qui aide les jeunes, mais aussi qui insère les jeunes et qui fait le suivi des jeunes. Parce que si on t'aide à décrocher ton visa, une fois, par exemple, arrivé en France, on te gère un emploi. C'est ce qu'on appelle job étudiant. On va au-delà du job étudiant. On a mis en place un groupe où si tu as des difficultés sur l'hébergement, ou bien dès que tu le signales, il y a quelqu'un à côté qui va t'aider. Mais j'ai entendu le ministre de l'enseignement supérieur la dernière fois parler d'une importante chose. C'est-à-dire, au-delà du programme qui est enseigné traditionnellement dans les universités, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que ce soit les entreprises qui déterminent leurs besoins et à partir de ce besoin, les universités conçoivent des programmes adaptés et former les étudiants pour les retourner à ces entreprises-là. Je crois que c'est une approche qui est très importante. Hein? Je ne sais pas si votre école s'inscrit dans cette dynamique ou pas. Si on est inscrit dans cette dynamique. C'est-à-dire que vous sollicitez les entreprises. Oui, on sollicite les entreprises. Elles déterminent leurs besoins. Il y a beaucoup de formations qui n'existent pas ici au Sénégal. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les jeunes quittent ce pays pour aller étudier à l'extérieur. C'est bien. Bon. Mais il faut revenir. Mais il faut revenir. Parce qu'il faut pas inciter la fuite des cerveaux. Voilà. Ce que il faut revenir. Il faut mettre l'accent aussi sur ça. Le ministre a parlé aussi de l'innovation dans les études. Nous misons ou bien nous mettons l'accent sur l'innovation. Par exemple, sur notre plateforme www.perfectible.app, même le parent qui amène son étudiant a la possibilité d'avoir un compte et de suivre l'évolution du dossier de son enfant. Même les universités qui nous envoient leurs étudiants, ils ont leur propre compte pour suivre l'évolution du dossier de leurs étudiants jusqu'à l'admission, jusqu'au visa, même jusqu'au job étudiant. Nous prenons tous ces accès, voilà. D'accord. Mais concentrons-nous pour ceux qui subissent le programme d'immersion. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'ESCOA et donc je salue au passage le directeur, M. Jacob Diop, qui est un entrepreneur, un citoyen actif et tout. Et donc, comment ça se passe, la phase d'immersion? Bon, la phase d'immersion, d'abord,
on les dit, envoie-nous, par exemple, 10 ou 15 étudiants. Il y aura certainement des étudiants qui sont spécialisés dans la comptabilité, d'autres dans la recherche, d'autres dans le numérique. Maintenant, selon ça, nous allons les orienter parce que où nous sommes, dans nos lieux, à côté, il y a un cabinet comptable, il y a un cabinet génie civil. En fonction de cela, on insère les étudiants, on les explique ce qui les attend plus tard dans les administrations. Alors, ils vont être confrontés sur la réalité de l'entreprise, mais aussi ils vont beaucoup apprendre. Parce que le but de l'immersion des entreprises, c'est ça, c'est d'allier théorie et pratique. Même M. Diop, il va au-delà de ça. Il dit que ça, ce sont des cours. Même les étudiants en venant, il va dire que, il suggère en venant d'amener le professeur, au lieu de faire le cours en classe, il fait le cours même dans l'entreprise. Ce qui est génial. Donc, On peut faire ça aussi avec EMIA Dakar, Université africaine des sciences et technologies. D'accord. Alors, nous voyons que la citoyenneté active a eu à donner en tout cas une Nobel pour un de ses fervents. Et ça, on en est très content. Et ce que vous avez dit aussi, c'est très important, le fait que les entreprises puissent fournir au fait ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y aura pas trop de chômage. J'espère que vous en ferez partie. Alors, je rappelle le thème, hein, les erreurs à ne pas commettre dans l'activisme. Certes, l'activisme est bien, mais il y a des limites à ne pas franchir, aussi de faire attention. Donc, Ibrahim Abba, qui est cofondateur de SDC Compagnie, responsable marketing chez Seine France, assistant comptable et community manager à Copac, cours privé à Amadou et Combat. Vous êtes étudiant à EMIA et aussi diplômé de l'université Amadou Kane. Voilà. Donc, comment dire, vous aviez eu à parler des dangers, au fait, de ceux qui vous parlent de politique quand on entre dans la citoyenneté active. Donc, la politique, en fait, ne doit pas être associée aux études pour ne pas se perdre. Les étudiants, les jeunes viennent dans un monde inconnu, donc il faut qu'ils soient armés de patience et aussi qu'ils doivent se connaître. Tout à l'heure, Monsieur John a parlé de la connaissance abstraite, de la connaissance factuelle, mais aussi de l'école de la vie. Et que c'est à partir, en fait, ici, en entrant à l'université, que il y a d'autres leçons qui vont venir que tu vas emmagasiner en force même, je vais dire. Donc, dans le temple éducatif, certes, c'est éducatif, mais entre parenthèses, il y a aussi des gens mal intentionnés qui sont là pour vous donner de la pression ou vous demander d'autres choses dont vous ne vouliez pas. Et donc, ce que vous aviez conseillé, c'est que quand vous veniez en première année d'université, publique ou privée, n'entrez pas trop dans ces groupements de jeunes, mais entrez plutôt dans les groupements de jeunes qui vont vous donner de la culture générale, autrement dit le développement personnel, l'entrepreneuriat ou d'autres techniques d'apprentissage, autrement dit la technologie avec l'infographie dont vous êtes diplômé suite à cela. Et aussi, voilà, le fait aussi avec l'entrepreneuriat de ne pas pouvoir mélanger sa poche avec les activités de collecte ou les activités de settle menant à bien la vie des citoyens de son quartier ou de son entourage. Alors, Ibrahim Abba, quel conseil est-ce que vous donnez aux jeunes qui vont s'impliquer dans cette citoyenneté active et aussi votre mot de la fin aux auditeurs de Téléécole? Bon, d'abord, de savoir à quoi sert la citoyenneté active, parce qu'elle te permet d'avoir une ouverture d'esprit sur la vie courante, comme vous avez tantôt dit, d'avoir une ouverture d'esprit et d'être confronté notamment aux problèmes de la vie. Parce que ce que tu rencontres dans la citoyenneté active, ce sont les mêmes mots ou bien c'est les mêmes gens que tu rencontres dans l'entreprise. Et ce sont des valeurs qu'on t'écoute, le savoir-être, le savoir-faire. Si déjà, à travers la citoyenneté active, tu acquéris ces valeurs. Mais si tu es dans une entreprise, n'importe laquelle entreprise, tu t'adaptes. L'avantage c'est ça. Et le mot de la fin que j'aimerais dire, que j'aimerais googler avec mon émission, c'est l'État. L'État doit faire de telle sorte qu'il doit accompagner les petites entreprises qui payent des impôts et tout et qui misent sur l'éducation. Par exemple, celui qui ouvre une agence de prescription pour aider les étudiants à réaliser leurs rêves, je pense qu'il doit avoir une subvention mise en place pour lui
par l'État, parce que tous les deux, ils sont soucieux de l'avenir des étudiants. C'est pour cela qu'ils ont mis ça en place. Et je pense que tous les deux sont animés par le fait de rendre intelligible le monde, c'est-à-dire de faire de telle sorte qu'au Sénégal, nous allons émettre des étudiants qui vont aller à l'étranger, étudier et revenir. Il faut mettre l'accent sur ça et travailler dans le pays. Je pense que c'est hyper intéressant. Et l'État doit faire de telle sorte que les agences qui sont, voilà, dans ce milieu, qu'il n'y ait pas de problème avec les ambassades et tout. Parce que c'est un peu compliqué avec les demandes de visa. En tout cas, bon, j'espère qu'ils vous en comprendront et qu'ils feront en sorte, en tout cas, que l'espace dont vous souhaitez soit là. Alors, Monsieur John, je rappelle que vous aviez été avec nous sur la première rubrique, la rubrique Société, Sécurité routière au Sénégal. Vous êtes consultant formateur en sécurité routière et président de ALIR, l'association de lutte contre l'insécurité routière. Avez-vous quelque chose à dire concernant le thème dont nous avions parlé tout de suite? Mais sinon, ravi de voir un jeune entrepreneur s'engager dans le développement. Je dirais développement tout court, parce que je ne veux pas parler de développement personnel, mais en tout cas, je vous félicite et vous encourage également, parce que bon, vous êtes engagé dans un terrain très difficile à gérer, la citoyenneté, qui renferme l'éthique, la morale, la responsabilité, la déontologie, le civisme. Tous ces éléments sont dans la citoyenneté. Et pour retourner un tout petit peu en arrière, il est important d'inculquer cette éthique-là aux jeunes. L'éthique, c'est rien d'autre qu'une compétence personnelle qui permet de transcender les situations selon les vertus. C'est ça l'éthique, c'est une compétence professionnelle. Maintenant, la déontologie, c'est le respect des règles du travail que l'on t'a confié. C'est important. Les deux vont ensemble. Et entre elles, nous avons la responsabilité, nous avons le civisme, nous avons la citoyenneté. Et donc, sans ces trois éléments, l'éthique et la déontologie ne serviront pas à grand-chose. Mais également, sans l'éthique et la déontologie, on ne pourrait acquérir les notions de responsabilité, de citoyenneté et de civisme. Parce que le civisme, c'est le respect de l'autre. Oui. Il faut se respecter pour respecter l'autre. Tout à fait, une chose très importante. Alors, nous avions été ravis de vous recevoir sur le plateau. Télé-École vous remercie de sa présence et espère bientôt vous revoir dans nos prochaines rubriques. Alors, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été servis et que vous aviez beaucoup noté avec notre rubrique Société sur le thème la sécurité routière au Sénégal, enjeux et solutions, et notre rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active avec comme thème les erreurs à éviter dans l'engagement citoyen. Alors, le 10h midi, comme je le disais, le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est du lundi au vendredi de 10h à midi, bien sûr. Et je vais même dire que c'est une façon de prendre son déjeuner en étant fourni en rencontres riches, en expériences, en partage d'expérience et surtout en découverte. Alors, restez toujours sur la 106.1 et surtout, restez fidèles à nos programmes. Merci et à la prochaine. 10h midi, 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 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation